50% des emplois en col blanc vont disparaître dans les 5 ans qui viennent. Donc ça va être en plus les jeunes qui vont se prendre ça en pleine poire. C'est une femme. La complémentarité homme-machine, c'est une femme. L'IA, c'est lié à des suppressions de postes. Demain, tous chômeurs, comment financer nos modèles sociaux? Mesdames, messieurs, l'heure est grave. La France va connaître l'une des plus grandes crises économiques qu'elle n'a jamais connues. La France va connaître des heures sombres. C'est bien les heures sombres. Car la France détient parmi les chefs d'industrie les plus cupides qu'ils soient. Alors ils seront les premiers à se jeter sur cette nouvelle opportunité, remplacer tous les emplois par de l'intelligence artificielle. Ainsi, ils deviendront de plus en plus riches pendant que vous deviendrez de plus en plus pauvres. Par conséquent, une seule solution est possible, le socialisme. Évidemment, vous l'aurez compris, je suis ironique. L'intelligence artificielle va-t-elle nous remplacer? Sommes-nous la dernière génération à avoir un réel emploi avant le revenu universel? Sommes-nous à l'aube d'une opportunité d'épanouissement sans aucune mesure? Ou est-ce qu'au contraire, on va connaître une vague de chômage comme la France ne l'a jamais connue? Et si je vous disais que la question se résolvait au travers d'une hall-là dans un stade de rugby et de chirurgiens qui ont appris à se laver les mains? Le gouvernement français connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Les racines françaises ne sont pas chrétiennes. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Les riches sont riches parce qu'ils volent. Vous devez payer un minimum. Ça n'a rien à péter de leur comptabilité. Que le territoire serait totalement occupé. Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude. C'est pas de la faute des casseurs, c'est de la faute des barrières. Après, ce sera de la faute des plots. Il nous reste des alliés dont les ressources sont immenses. Ces 80 millions, on va les utiliser au redressement de la France. Cette guerre est une guerre mondiale. Voilà. Capitale d'Italia est Roma. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Vous connaissez peut-être l'expression « il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Alors, je sais que ça peut paraître étonnant, mais ces propos ont plus de 3000 ans, et ils ont été tenus par un homme qui avait la capacité d'avoir une cohérence et une pertinence bien supérieure à celle de Gabriel Attal. Ce qui a existé, c'est ce qui existera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a donc rien de nouveau sous le soleil. On retrouve aujourd'hui ces propos dans la Bible, et l'exemplaire que je tiens entre mes mains m'a coûté à peine 15 €. 15 € aujourd'hui, en prenant le tarif d'un travailleur au SMIC, ce n'est même pas 2 heures de travail. Alors que les premiers exemplaires de la Bible nécessitaient 3 années de travail, plus des matériaux et un savoir-faire vraiment particulier. Ramené au salaire actuel, 3 années de travail, c'est plus de 70 000 € facilement. Alors 70 000 €, c'est pas étonnant à ce prix-là que la plupart de la population ne savait ni lire ni écrire. Et puis est arrivé Gutenberg avec son imprimante. Est-ce que tout le monde a vu cette opportunité comme l'occasion d'avoir accès au savoir, à la richesse de la connaissance? Absolument pas. Car évidemment, cela allait entraîner la perte de leur emploi, et c'était quelque chose d'extrêmement désastreux. Mais aujourd'hui, avec le recul, ça peut vous faire sourire de se dire qu'on aurait pu préserver quelques emplois au profit du fait d'avoir chacun de nos enfants qui sache lire, à l'exception de Delogu. Pourtant, à cette époque-là, c'était bien la préoccupation des hommes de l'époque. Comprenez bien que ce qui s'est passé avec les copistes s'est reproduit à plusieurs moments dans l'histoire. Les canutes des ouvriers textiles à Lyon se sont retrouvés à perdre leur emploi face à l'arrivée du métier jacquard. Mais le métier jacquard, d'un autre côté, a permis d'augmenter la production et de réduire les coûts, rendant accessibles des textiles qui étaient réservés à une élite au plus grand nombre. Ça a été exactement la même chose avec le chemin de fer. Lorsque les chemins de fer sont arrivés, les aubergistes et les cochers y ont vu la perte de leur emploi, mais d'un autre côté, la France n'aurait pas été la France qu'on a aujourd'hui si on aurait gardé encore une fois toute une infrastructure de transport basée uniquement sur des calèches en bois. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais alors quoi? La conclusion, c'est simplement de se dire que on va perdre notre emploi face à l'intelligence artificielle, il faut s'y faire et un point c'est tout? Non, je suis convaincu que c'est exactement le même cycle qui se répète encore et encore. C'est un concept qui a été théorisé il y a plusieurs années par des économistes libéraux. On appelle ça le cycle de destruction créatrice. Il y a certes un moment douloureux à passer, où certaines personnes perdent leur emploi, mais c'est au bénéfice d'un gain de productivité pour toute la population. Normalement, à ce moment-là, vous êtes en train de vous dire que je suis bien gentil avec mes histoires et les exemples que je vous donne, mais que concrètement, là, ça n'a rien à voir parce que l'intelligence artificielle n'est pas en train de remplacer des métiers manuels, mais des métiers intellectuels. Mais vous avez exactement la même réaction que tous les hommes des générations passées. Vous vous concentrez encore une fois sur ce qui est perdu, et pas sur le gain que ça peut avoir. Et c'est là-dessus que j'aimerais me concentrer parce que je crois réellement que la France a un atout majeur que toutes les autres nations ne peuvent pas avoir. Pour ce faire, j'aimerais vous donner un exemple. C'est Louis Vuitton. On y fait forcément référence en tant que la grande entreprise, comme le L du groupe LVMH, qui regroupe toutes les entreprises du luxe françaises, qui initialement étaient des petits ateliers d'artisans. Mais pourquoi LVMH sont les seuls à être capables de produire et de vendre à travers le monde, alors que la France était connue pour ses multiples savoir-faire et ses multiples maisons? Ils ont réussi à se développer pour une bonne raison. C'est que la mondialisation nécessitait des coûts d'infrastructure énormes. Il faut pouvoir être capable de créer des chaînes de production, de marketing, de vente, et ça dans plusieurs langues. Jusque-là, un artisan au fin fond de l'Ardèche, qui est spécialisé dans la fabrication de sacs en cuir, ne pouvait pas faire concurrence à LVMH.
Aujourd'hui, tout est différent. Pour quelques centaines d'euros par mois, il peut avoir un site internet selon des standards professionnels, traduits dans plusieurs langues, avoir la création de ses publicités complètement automatisées, et on peut même imaginer des services clients téléphoniques qui parlent en mandarin, en hindi, en espagnol, pourquoi pas, capables de cibler parfaitement chacun de ses clients. Grâce à ces automatisations, les petits peuvent avoir les moyens des gros. Et qu'est-ce qu'on préférera entre un artisan qui perd un savoir-faire, des matériaux de qualité, ou un industriel qui vend des sacs au plastique au prix de l'artisanat? Alors, si je résume, on a compris que dans l'histoire, la même situation s'est répétée à plusieurs reprises et que ça ne sert à rien de vouloir aller à l'encontre de l'évolution technologique. On a vu également que cette évolution technologique bénéficiait à tous, comme par exemple à un simple artisan qui se retrouvera demain, et même déjà aujourd'hui d'ailleurs, à pouvoir faire concurrence à un grand groupe comme LVMH. Mais alors, qu'en est-il de David qui vient de finir ses études de développeur et qui se rend compte qu'il ne trouve pas d'emploi? Qu'en est-il également de Suzanne, qui est standardiste au téléphone dans une entreprise, parce que maintenant il a un standard téléphonique à l'intelligence artificielle qui peut la remplacer? Je crois que c'est ça la véritable question qu'il faut se poser, et non pas une autre. Et pour y répondre, j'aimerais revenir sur l'histoire du chirurgien dont je parlais en début de vidéo. En 1847, un chirurgien hongrois nommé Celevis découvre quelque chose apparemment assez surprenant. S'il se lave les mains entre le moment où il passe à la morgue et le moment où il fait accoucher les femmes, il arrive à faire baisser le niveau de mortalité de manière drastique. De 18%, on arrive à seulement 2%. Et pourtant, lorsqu'il partage ça à ses collègues, ça a été tellement dur pour eux que d'accepter qu'ils ont pu voir autant de femmes et d'enfants partir trop tôt qu'ils ont préféré continuer comme ils ont fait, en mettant au placard Celevis. Au final, on a dû attendre qu'une génération entière de chirurgiens puisse partir à la retraite pour que la nouvelle puisse prendre cette norme d'hygiène qui nous semble à tous standard comme un acquis. Et il faut se rendre à l'évidence. Si même des chirurgiens ont préféré voir des femmes et des enfants mourir sur leurs yeux plutôt que de s'adapter à un nouveau paradigme, ce sera également le cas avec l'intelligence artificielle. Et je dois dire que c'est ce qui me fait le plus peur. Car ces personnes-là vont tout faire pour restreindre au maximum, en promouvant des lois liberticides, en cherchant à vouloir taxer, limiter, etc. Mais alors à ce moment-là, quoi? On est obligé de se confronter à encore plus de socialisme, encore moins de liberté individuelle, jusqu'à que cette génération parte? Eh ben, j'en suis pas si sûr. Parce que dans un stack de rugby, pour déclencher une hola, il suffit de seulement 30 personnes pour déclencher un mouvement de foule. Si on regarde les graphiques qu'on peut avoir, on se rend compte qu'il y a très peu de personnes qui ont ne cesse que utilisé l'intelligence artificielle. Combien parmi les personnes qui ont un travail qui risque de disparaître sont en réalité derrière un métier qui est là juste pour les nourrir, alors qu'au moment où elles étaient jeunes, elles avaient un rêve qui aujourd'hui pourrait être beaucoup plus facilement accessible si elles se demandaient simplement comment est-ce que l'IA peut m'aider aujourd'hui à atteindre cet objectif. Si vous faites partie de ces personnes-là, vous seriez peut-être surpris de voir à quel point est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir vous aider et vous aiguiller vers des solutions, des opportunités auxquelles vous n'aviez même pas pensé jusque-là. Je pense sincèrement que si vous avez pu regarder cette vidéo jusque-là, c'est que vous êtes de ceux qui vont pouvoir s'adapter à l'intelligence artificielle. Alors que préférez-vous? Faire partie des médecins grincheux ou faire partie de ceux qui déclenchent une hola?